C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et cette semaine je rencontre Guillaume Vidal qui a créé en 2010 avec son partenaire Cole Zucker la société Green Creative qui produit des lampes LED, des LED. Il nous raconte son aventure, il nous raconte surtout comment ils ont failli fermer la société à plusieurs reprises à cause d'erreurs de débutants qu'ils ont commis. Il nous explique aussi comment ils ont réussi à faire rentrer des angels investors, mais aussi d'autres types d'investisseurs, et aussi finalement comment ils sont passés en l'espace de 7 ans de 0 à pratiquement 67 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est une aventure assez incroyable, comme il en arrive peu à Shanghai, et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant de prendre du temps d'écouter Guillaume, qui nous explique un petit peu comment il avait fait tout ça. Et vous verrez que finalement, bien qu'il en est arrivé à un niveau un petit peu différent de beaucoup d'autres, il continue à apprendre, il continue à s'entourer, à éduquer, il recherche des mentors, et lui-même essaye de redonner tout ce qu'il a pu apprendre à d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. On va passer un bon moment avec Guillaume. Je vous invite dans tous les cas à en parler autour de vous, partager cet entretien avec votre entourage qui pourrait aussi bénéficier de ces échanges, de ces conseils. Et puis abonnez-vous sur iTunes ou sur SoundCloud, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve à la fin. Bonne écoute. Parfait. Okay. Eh bien bonjour Guillaume, bienvenue sur Backstage, donc pour un nouvel entretien. Alors nous on se connaît un tout petit peu en fait, on s'est rencontrés sur un workshop il y a peut-être maintenant 2 ans, hein, ouais, c'est ça. Et puis on a eu l'occasion de se croiser ici et là, et surtout en fait on échangeait via WeChat parce que on a je crois une passion commune qui était autour des podcasts. Donc c'est vrai qu'on s'est échangé quelques émissions et le fait de t'inviter aujourd'hui à participer à Backstage, ça pouvait être une bonne occasion d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Ouais, bonjour Greg et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Eh ben, avec plaisir. Alors tu as un parcours qui est très intéressant. Je pense que ce qui va être passionnant aussi, c'est que beaucoup de gens certainement ne te connaissent pas vraiment. Et en revanche, dès qu'on va commencer un petit peu à googler ton nom, on voit des choses assez incroyables dans ce qui s'est passé sur l'espace de 7 ans. C'est la 8e année. Ouais. 8e année, d'accord. Donc tu as créé, donc la société s'appelle Green Creative. Tu as monté ça avec ton partenaire Cole, c'est ça? Voilà, Cole Zucker. Cole Zucker. Et vous avez monté ça en 2010. Donc du coup, explique-nous un petit peu comment vous avez créé cette société, qu'est-ce qu'elle fait aussi cette société, hein, il y a plein de bonnes idées. Comment vous avez créé ça, et puis après on rentrera un peu plus dans le détail de comment vous en êtes arrivé là où tu es aujourd'hui. Ben là, alors j'ai rencontré Cole à Shanghai, qui lui est américain, originellement du New Jersey. D'accord. On était potes d'abord, et puis bon, Shanghai, on se perd de vue assez facilement. On s'était rencontrés avec un ami commun. Et quand on a repris contact, moi j'étais dans une phase, je bossais pour une usine de luminaires. Et j'étais dans une phase où ça faisait déjà 2 ans et demi. Et je commençais à regarder des opportunités pour monter quelque chose par moi-même. J'étais dans la LED. Qui commençait à vraiment devenir un sujet très chaud et ça allait clairement être une révolution sur le marché du luminaire. J'avais un gros projet sur lequel je travaillais depuis 1 an qui a finalement abouti. C'était une première remplacement d'une ampoule 50 watts par exemple. Okay. Et là, le jour où on y arrivait à le faire, ça coûtait très cher, c'était très gros, c'était moyennement joli. Mais j'ai eu le déclic, j'ai dit ça y est, ça va partir, c'est imminent, il y a quelque chose à faire. D'accord. Et lui, Cole, de son côté, bossait en Chine depuis 3 ans. Côté vente, lui vendait sur des matériaux de construction, dont une partie luminaire. Et il cherchait à rentrer sur les US et à démarrer quelque chose. Lui, côté vente, moi, côté produit, on a eu de suite un bon match. Et en quelques mois, on a commencé à mettre un business plan les soirs et les week-ends. On était des très bons clients chez Wagas. Et ils nous ont jamais acheté d'ampoule malheureusement. Pas encore. Pas encore. Et on s'est lancé. Et donc du coup, vous avez quand même commencé à travailler ensemble ici en Chine, quand vous étiez tous les deux ici. Et puis c'est une fois que vous avez commencé à avoir un business plan vous avez commencé à savoir comment vous alliez faire les choses, que lui, là, il est parti sur les US pour le développement commercial, surtout de la boîte. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Les premiers mois, on a
je dirais le premier mois, c'était qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on le fait ensemble. Et à partir du moment où on a une idée assez claire, au départ, on voulait louer les ampoules. On s'était dit, on peut faire du leasing d'ampoules, il y a tellement d'énergie qui est économisée, on peut se faire rémunérer sur les energy savings. D'accord. Après avoir regardé un peu les chiffres, etc., c'était un peu tôt. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2017, 2018, maintenant cette année, c'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance. Hein. Ça s'appelle Light as a Service. Alors même manière que tu peux aller louer une photocopieuse, tu peux louer des ampoules. Et ça te coûte zéro cap expense. D'accord. Donc vous, ça c'était notre première idée de départ, mais très vite on s'est rendu compte que c'était pas bon. On a dit bon, montons une marque et allons commercialiser nos produits. D'accord. Et du coup, les 6 premiers mois, on a décidé 1er janvier, on se met à plein temps. Et les 6 premiers mois où on avait encore nos jobs ont été mis pour commencer le branding, le website, départ d'une petite gamme de produits. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et l'objectif était tout de suite de dire que Cole, lui, savait qu'il allait rentrer aux États-Unis. C'était tout de suite de dire bon, allez, on en profite le temps qu'on est tous les deux là pour lancer, mettre les bases. Et puis, comme ça, toi, tu auras quelque chose à vendre quand tu pars sur les US. D'accord. Ouais. Donc, il y a un titre qui est intéressant quand je préparais cet entretien. C'est que, donc, du coup, tu es co-CEO. Et comment vous vous organisez? Alors, ça veut dire quoi être co-CEO? Comment vous faites ça? Alors, on est vraiment sur deux silos différents. Il y a le côté Chine et le côté US. D'accord. Et on est deux, déjà, personnalités complémentaires et aussi au niveau des compétences. Lui est le meilleur vendeur du monde. Et moi, j'ai plutôt une affinité produit, technologie, marketing. D'accord. Et du coup, on a travaillé à vraiment, même c'était du 24 heures sur 24 presque, puisque quand lui dormait, moi je bossais, et vice versa. Et pendant les premières années, on le fait un peu moins, mais c'est vrai que le premier appel du matin ou du soir, c'était l'un à l'autre, et en rigolant, on se disait, voilà, je te passe le bâton, le relais, c'est à toi. Ouais. Et du coup, c'était difficile de dire qui allait être CEO. On s'est même pas vraiment posé la question. C'était quel titre allait le mieux. Et du coup, on est allé avec ça. Après, c'est vrai que vous avez, comme tu dis, vous avez vraiment un terrain de jeu qui est différent. Autant déjà au niveau géographique, en plus dans la partie de la chaîne en fait. Donc toi côté produit, lui côté commercial. Donc là aujourd'hui on est dans tes bureaux, on vient de faire le tour, tu m'as montré un petit peu toutes les salles, etc. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une belle équipe, comme tu disais, tu as ton employé numéro 1 qui est encore là, c'est ça? Ouais. Donc justement, comment vous avez démarré? C'était quoi les plus grosses problématiques que tu aurais pu rencontrer ou que tu as rencontrées à l'époque quand vous avez dit, allez, on se lance, on démarre. Qu'est-ce qui était pour toi le plus difficile peut-être? Plusieurs niveaux. Le premier, c'était déjà, il fallait avoir des produits. Oui. Nous, c'est un marché, le luminaire qui était assez old school. C'était des vieilles marques. Si tu regardes le marché, même aujourd'hui, il y a très peu de nouvelles marques qui ont été créées, malgré une transformation technologique. Et du coup, quand on est allé voir les premières usines pour leur expliquer qu'on démarrait une boîte, ils nous demandaient d'où on sortait. Heureusement, c'était un peu assez spécial. On était deux étrangers qui parlaient parfaitement chinois. On arrive en voiture. C'est un peu rigolo pour eux. Donc du coup, ils nous accordent des entretiens qu'ils nous auraient jamais probablement accordés si on avait été chinois. Il faut se l'avouer. Et par contre, ils ont très vite compris que on allait prendre le marché d'une manière différente. On comprenait vraiment le marché et ce qu'il fallait faire, et la technologie surtout. Et ils ont aimé l'histoire. Ils ont pris un pari sur nous. Et donc ça a été au début pour arriver à les convaincre, ça a été une première grosse étape. Après, l'autre grosse difficulté, c'était de démarrer les ventes, puisque quand tu sors de nulle part, tu essayes de vendre le produit. Alors au départ, on essayait d'aller voir des distributeurs. Ils nous disaient, mais d'où tu sors, qu'est-ce que c'est ces trucs-là, tu me donnes 5 ans de garantie, mais ça fait 3 mois que tu es en business. Est-ce que tu seras là dans 5 ans? Ça fait 10 ans que j'achète Philips, jamais personne n'a été viré pour acheter du Philips. Je vais pas prendre mon pari pour gagner. Alors du coup, on a pris une autre approche qui est de dire, on va aller voir les end users, donc les magasins, les bureaux et porte à porte, et jusqu'à commencer à avoir assez de clients
pour que les distributeurs se sentent un peu menacés en disant bon, ils sont gentils, c'est Green Creative, il est venu nous voir là et maintenant il vend à tous nos clients, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on a réussi après ça à vendre. Mais vraiment, au départ, c'était avoir la légitimité, que ce soit côté supply chain ou côté client. Quand tu démarres, surtout dans une industrie qui est assez vieille, c'était une grosse difficulté. Au-delà d'être vieille, cette industrie, en face de toi, comme tu disais, t'as Philips, enfin t'as que des grands noms en fait. Des petites boîtes, des petites startups. Des mastodontes qui ont jamais été détrônés de leur cible, enfin de leur positionnement. Et vous, en fait, alors au-delà, bien sûr, il fallait convaincre les différents clients, les distributeurs au fur et à mesure, mais comment vous êtes vraiment dit et que vous avez gardé l'espoir et dire non, on va y arriver, on va commencer à grignoter des parts de marché sur cette petite boîte qui s'appelle Philips. Il y a eu des moments où vous avez vraiment douté, il y a eu des moments un peu difficiles. Ah ouais, il y a eu plein de moments. Enfin, de toute façon, tous les parcours des entrepreneurs, c'est toujours facile. On regarde en arrière, on dit ils ont bien réussi, super. Quelle que soit la taille de la boîte, quel que soit le projet, il y a des hauts et des bas. Et par contre, ça c'est l'avantage d'avoir un co-founder où on est vraiment bien aligné, c'est que en général, s'il y en a un qui est en bas, l'autre peut-être en haut et on peut se tirer. D'accord. Mais je sais plus la question. Non, la question en fait était justement d'avoir peur en fait d'être en face de tellement de gros poids lourds et de douter de temps en temps, d'être capable de dire on va réussir à leur prendre des parts de marché. Et vous avez eu justement cette partie de doute aussi, j'imagine, quoi. Oui, carrément. Mais ça a été un des déclics. On a eu deux déclics. C'était la première fois où on a eu une commande de stock d'un distributeur. C'est-à-dire pas juste quelqu'un qui achetait 5 ampoules pour aller les installer parce qu'il avait une opportunité immédiate, mais quelqu'un qui allait dire je vais prendre Green Creative en stock et je vais le promouvoir auprès de mes clients alors que moi-même, j'ai pas encore de commande. Alors ça, quand ça a débarqué, c'était C'était quand alors ça? Ça, c'était fin de la première année. Ok. Non, c'était à peu près un an et demi. C'était au bout d'un an et demi où là, on a vraiment eu c'était la première fois que quelqu'un nous faisait vraiment confiance. Quelqu'un c'était une entreprise qui avait trois centres de distribution. En plus, c'était pas juste le petit magasin du coin. Du coup, ça nous a vraiment, vraiment donné confiance. L'autre déclic par rapport à essayer de faire face au problème de qui est Green Creative face aux grosses marques, c'était, on a eu un investisseur qui venait de l'industrie, qui était très très connu, Jerry Mix, qui avait monté une boîte qu'il a vendue à Legrand, d'ailleurs les Français connaîtront, et du coup tout le monde connaissait son nom. Okay. Et on l'a utilisé bien plus que lui le savait, mais tous les meetings commençaient par notre angel investor, c'est lui. Et du coup, ça nous a ouvert plein de portes et ça a éliminé pas mal la discussion. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au même moment, non seulement il y avait les acteurs historiques, mais en plus il y avait plein de nouveaux acteurs, mais qui étaient connus. Il y avait des Toshiba, des Samsung, ou des boîtes avec beaucoup de fonds qui débarquaient aussi sur le marché. Et du coup, les mecs, ils avaient déjà leurs fournisseurs historiques, donc des Philips, des General Electric, des Osram, Sylvania. Et en plus de ça, ils avaient des nouveaux entrants, mais qui étaient aussi très connus. Avec grosse marque, voilà. Alors nous, on était au milieu en train d'essayer de faire notre place. Alors justement, tu parles de ton investisseur, par exemple, de cet angel. Quand est-ce qu'il vous a rejoint? Quand est-ce que vous avez réussi à le convaincre? Et puis surtout, en fait, comment est-ce que quelqu'un comme ça, qui a l'air quand on est dans le marché américain, dans ce genre de choses, il est très connu. Comment il a pu vous faire confiance, lui, et comment vous avez réussi à faire ça? Alors, c'était une connaissance qu'on avait au travers d'un ami. D'accord. Et on l'a gardé, et c'est là où Cole est très fort, il avait gardé le contact de manière régulière. Et moi, quand j'allais aux US, je le voyais aussi. D'accord. Mais sans lui demander d'investissement. Et c'est là où c'est clair que quand on a des contacts qui sont bons, il faut savoir les préserver. Et ça, c'est un talent que tout le monde a. Ouais. Et du coup, le fait qu'il nous ait vu grossir, alors qu'on lui demandait rien, du coup, le jour où on a tapé à sa porte, là, pour le coup, on avait vraiment besoin, parce qu'on s'est réveillé avec 1 million de dettes, et on avait peut-être 250 000 de trésor à ce moment-là. Il a vu que il avait été témoin de l'histoire
Et il avait vu, bon, ben, ils sont partis de rien. C'est en fin de la deuxième année où il est rentré. D'accord. Ils en sont là. On avait fait 300 000 la première année de chiffre d'affaires. On s'est retrouvé, on était autour de 1,8 million, 2 millions quand il est rentré. On s'est dit, bon, ça va, ils y vont les gamins. On peut leur faire confiance. Et du coup, il nous a sorti, le mot angel est bien pour ce coup-là. Parce que comment on arrive avec 1 million de bêtes en moins de 2 ans? La tête dans le guidon. Okay. Ben, tu vois le chiffre, quoi. On est parti avec 300 000 de chiffre d'affaires la première année pour finir à 2 millions. On vend en dollars. Ouais. On est sur des produits qu'on stocke, on fabrique pour stocker, donc il nous faut les acheter avant de pouvoir commencer à les vendre. Donc c'est l'inventaire en fait. C'est de l'inventaire. Et du coup, ben, tu grossis tellement, la tête dans le bidon, tu veux développer des produits, tu passes tes commandes, et là on n'a pas assez de produits. Ouais. Et on était un problème qui a été assez récurrent pendant longtemps, toujours à pas avoir assez de stock, etc. Du coup, les clients s'en vont, ils sont pas contents. Et puis, on a beau être co-CEO, il n'y avait pas de CFO. Moi, je faisais la compta le samedi ou le dimanche quand j'avais un moment, mais pas de projection, rien. Et du coup, au bout d'un moment, on regarde les chiffres et on se dit ah ben ouais, là, le mois prochain, ça va pas passer. Là. Et comment vous avez financé alors cette dette? Alors, on a, premièrement, on a commencé à mettre un deck pour aller essayer de lever des fonds. Okay. Et en parallèle, on est allé taper aux portes des fournisseurs et leur expliquer que on avait grossi un peu plus vite que prévu et qu'on n'allait pas pouvoir leur régler les marchandises autant prévu. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on l'a fait avant la date d'échéance. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé 15 jours après en disant on ne peut pas vous payer, on est arrivé 15 jours avant en disant on ne peut pas vous payer. Et même s'il n'y a que 30 jours de différence, c'est totalement différent, la perception. Et on leur a dit, bon ben voilà, sur les 3 prochains mois, on va pouvoir essayer de vous payer de cette manière-là. Et par contre, s'il vous plaît, continuez à produire nos produits, qu'on pourra peut-être vous payer, parce que si vous arrêtez, on ne pourra définitivement pas payer ce qu'on vous doit déjà. Vous avez perdu beaucoup de fournisseurs là-dessus? Il y en a qui vont... Non, c'était assez récent, donc au début on n'avait que 2-3 usines, et du coup on a réussi à passer le cap. Mais encore une fois, on a bossé avec des grosses usines dès le début, ce qui était difficile à convaincre, mais finalement qui nous a sorti, puisque des sommes comme ça, si c'est une petite usine, il te laisse pas rentrer. Parce que lui-même, il ferme la porte à clé et il appelle la famille. Et donc c'est vrai que de faire rentrer cet Angels, donc ça a changé beaucoup de choses. Alors déjà, ça a remboursé vos dettes, ça a vous permis de sortir la tête de l'eau, peut-être de faire rentrer aussi de l'inventaire, d'être associé à un nom pareil, ça a certainement ouvert d'autres portes après. Et là, est-ce que c'est à ce moment-là, pour toi, tu considères qu'il y a vraiment eu un changement dans le développement de Green Creative ou c'est venu plus tard? Ouais, c'est vraiment autour de cette période-là où on a eu, grâce à lui, et aussi on commençait à comprendre vraiment la stratégie d'aller sur le marché. Au début, comme je disais, on allait voir les consommateurs, enfin les gens qui tenaient des magasins, des trucs. Puis après, on allait voir les distributeurs, mais toujours nous directement. Et quand Stangel est rentré, au même moment, on avait aussi embauché un chef de vente. On a commencé à utiliser ce qu'on appelle les agents commerciaux, qui sont rémunérés uniquement sur commission et qui vendent du luminaire, mais de plusieurs marques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de 10 à 30 marques. On essaye d'avoir un minimum de conflit entre les marques. Et du coup, c'est des pieds feet on the ground qui peuvent nous vendre nos produits sans nous avoir employé autant de gens. Et quand on a compris que ça pouvait marcher, puisque la marque commençait à être un peu connue, et lui, notre Angel, avait ces contacts-là, on avait accès à des agents commerciaux qui étaient d'un niveau qui était plutôt bon. Alors que avant, nos premiers essais avec ces agents commerciaux, c'était très décevant, c'est-à-dire ça servait vraiment à rien. C'est pour ça qu'on avait continué à le faire nous-mêmes. Donc ça, c'était un premier gros déclic où on s'est dit, là c'est bon, on commence à comprendre comment ça marche. L'autre chose, c'est qu'on avait employé une chef des ventes régionale qui venait de Toshiba. Ça c'est venu un peu plus tard, mais qui a vraiment décollé. Du coup, Cole lui pouvait s'occuper de la côte ouest et elle de la côte est. Et là, ça a vraiment décollé au niveau des ventes. Parfait. Et côté produit, ce qui s'est passé, c'est qu'on commençait à avoir un peu plus de volume.
on commençait à avoir un peu de cash et on réinvestissait tout dans la R&D ou dans le stock. Et du coup, on commençait à développer des beaux produits. Alors, au départ, Green Creative, c'était, on peut faire même le même produit que Philips, mais 15% moins cher. Okay. Donc, c'était sur le prix. Ouais. On a toujours fait de la bonne qualité, mais c'était vraiment, on se vendait sur le prix. Et la troisième année, on commençait à recevoir des prix de reconnaissance sur la technologie, l'innovation de la part de l'industrie, parce qu'on avait vraiment développé des beaux produits. Et du coup, là, il y avait des gens qui venaient nous voir, juste pas parce qu'on était moins cher, mais parce qu'en fait, on avait des meilleurs produits. Des meilleurs produits, ouais. D'accord. C'est vrai que c'est ce que je disais aussi dans un des interviews que vous avez fait, c'est qu'en effet, pour vous, ça a été un changement de positionnement et de stratégie. C'est au lieu de toujours se positionner sur du moins cher, etc., c'est que d'un coup, vous avez dit non, on fait de la qualité et on vend de la qualité. Et après, le prix, c'est le prix de cette qualité-là. Et c'est vrai que ça a aussi beaucoup changé dans votre positionnement et du coup le développement par la suite, je pense. Ouais. Oui, carrément. Quand on a commencé à avoir des produits où vraiment on était meilleur que la concurrence, pendant une période on était encore au même prix ou moins cher, puis après on s'est dit mais attends, on a des produits qui sont clairement mieux. Ouais. L'industrie le reconnaît, on a des prix qui viennent de l'industrie Illuminating Engineering Society, donc c'est les Oscars du luminaire. Ouais. Si eux ils nous disent qu'on a des meilleurs produits que les autres, pourquoi on les vendrait moins cher? Et là on a changé la politique de prix et du coup le positionnement de la marque naturellement aussi avait changé. Forcément. Ouais. Et ce qui a été vraiment bénéfique, puisque sinon on aurait été coincé à faire que du moins cher, et le moins cher, il y a toujours quelqu'un qui va faire moins cher que toi. C'est clair. Et donc aujourd'hui, vous développez combien de nouveaux produits, puisque la production de nouveaux produits grâce à la technologie que vous avez mis en place, elle devient très importante. C'est plus simplement une capacité à bien vendre sur les US, mais c'est d'abord, à partir d'un certain moment, c'est aussi de bien produire, de mieux produire ici de ton côté, du coup, en Chine. Aujourd'hui, vous produisez combien de nouveaux produits, concepts, design par an? Ouais, c'est une très bonne question, parce qu'on est dans le luminaire, mais la réalité c'est que c'est de la technologie. Hein. La LED, c'est un semi-conducteur, et du coup les performances s'améliorent sans arrêt. Et alors performance au niveau de la lumière que ça émet, au niveau des propriétés thermiques, etc. Ouais. Du coup, le cycle de vie d'un produit, c'est 1 an en principe sur les ampoules et 18 mois sur les luminaires. Okay. Donc ça te donne une idée un peu du cycle de renouvellement c'est sans arrêt. C'est-à-dire que tu mets entre 3 et 9 mois pour développer des produits, ça dépend la complexité. Ouais. Mais en gros, une fois que le produit il est 6 mois sur le marché, tu es déjà en train de bosser sur la prochaine génération. D'accord. Il y a un vrai effet, c'est quoi? C'est un effet de mode ou alors c'est vraiment un effet que les évolutions technologiques vont tellement vite que finalement on est toujours sur la prochaine génération en fait. C'est un peu ça. Ouais, c'est l'effet. Il y a 2 effets. Il y a l'effet performance et il y a l'effet prix aussi. Les prix commencent à être plus ou moins stables maintenant, mais pendant les premières années, c'est-à-dire que si tu renouvelais pas tes produits, tu te retrouvais complètement décalé en termes de coûts. Parce que les performances des composants s'étaient tellement améliorées que tu pouvais faire la même chose mais pour beaucoup moins cher. Ouais. Et donc du coup, alors tu développes combien de nouveaux produits par an? Aujourd'hui, on a à peu près 300 SKU, 300 références. Oui. Et c'est à peu près en moyenne, on doit être à 12 mois. Donc c'est ça, c'est la rapidité. Donc on est d'accord, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé depuis le début, donc on est sur des LED, c'est ça. Aujourd'hui, les LED comparés aux ampoules normales, en fait, ça représente combien du marché sur les États-Unis? Tu dois avoir une bonne idée maintenant. Alors c'est encore une minorité. En parc d'installation, on doit être encore en dessous des 20%. Oh, wow. Ça c'est au niveau global. Au niveau commercial, nous on est sur le marché pro uniquement. On est largement au-dessus de ça, on doit être pas loin des 50%. Mais ça dépend vraiment des applications, puisque on est limité par la technologie. Il y a des endroits où la puissance était telle, par exemple, qu'on commence juste à remplacer. Mais par exemple, si on regarde les ampoules incandescentes, on est largement aux 50%. Par contre, si on regarde tout ce qui est ampoule à sodium, etc., là on est encore loin, on doit être à peine à quelques pourcents. D'accord, ok. Alors, ce qui est intéressant maintenant, pour revenir plus à toi et à l'entrepreneur, on lit des articles avec des titres assez accrocheurs où ton partenaire a dormi dans la voiture et qu'aujourd'hui vous faites des dizaines de millions de dollars en chiffre d'affaires.
plus récemment même, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard, vous avez vendu la société, même si vous restez toujours actif. Donc on peut imaginer aujourd'hui que la société fait à peu près 70 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ouais, 65 en 2017. Voilà, donc vous êtes passé de 0 avec 1 million de dettes en 2010-2011 à quelques années plus tard à quasiment 70 millions, ce qui est énorme comme progression. Comme tout à l'heure, tu disais que tu faisais ta comptabilité un peu le week-end. Comment est-ce que tu as appris en fait, comment tu as réussi à être toujours en phase avec ce développement qui a dû être extrêmement rapide, puisque les coefficients d'une année sur l'autre ont dû être hallucinants, des progressions de 300% parfois sur des années. Enfin, comment toi tu as fait, et ton partenaire aussi, comment vous avez fait pour rester toujours maître du bateau, quoi, parce que... Alors on n'a pas été maître du bateau tout le temps. Fair enough. Non, on a fait plein de grosses erreurs. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, la partie finance par exemple, c'est un gros truc où on s'est mis dedans complètement par nous-mêmes. Vous auriez pu fermer la boîte à ce moment-là. Ah clairement. Ça aurait pu se terminer là. Et puis toujours à plusieurs moments, on a eu un moment où tu te dis bon on est un peu plus gros maintenant, il faut mettre des systèmes informatiques en place, etc. On peut passer un ERP et là de nouveau on se tire une balle dans le pied, on choisit le mauvais système, on perd toutes les données des clients. Enfin, tu passes et c'est vrai que c'est là où tu te dis être bootstrap c'est bien, mais il y a un moment où il faut savoir investir. Avec les gens d'abord, puisqu'une boîte c'est des personnes avant tout, et après dans les systèmes et les infrastructures. Et nous on a mis longtemps à comprendre ça, on a fait beaucoup de choses tout seul trop longtemps, et du coup on a eu pas mal de caps où ça a été difficile. D'accord. Là où on a vraiment en termes d'évolution, c'est vraiment quand on a commencé à avoir assez de ressources, je dirais, pour employer des gens de qualité. Et là, on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup mieux forcément quand il y avait des gens dont c'était le job, avec les bonnes compétences. Je me souviens, on avait notre premier directeur des opérations, ça n'avait pas marché. Le deuxième qui débarque, on lui laisse une semaine pour faire un peu l'état des lieux, puisqu'à l'époque, je gérais moi-même tout ce qui était logistique, distribution, qui se passait aux US, mais c'était moi qui gérais ça depuis la Chine et mes voyages. Il fallait que la personne reprenne la totalité de tout le process de commande client, etc., comment ça se passait. Et on lui laisse une semaine, à la fin de la semaine, on vient le voir, alors comment ça se passe et il nous fait, est-ce que je peux être franc avec vous? On a dit, vas-y. Alors, tout ce que vous faites, c'est mauvais. Il faut recommencer de zéro. Et là, on lui a dit, écoute, vas-y. Et là, c'est génial, quand tu trouves une personne comme ça, tu dis, il est bien meilleur que moi. Il sait faire ce truc-là, et idéalement c'est le déclic et tu dis il y a un paquet de trucs, il faut que je trouve des mecs qui savent danser le boulot, puisque on n'est pas formé à le faire. Le truc, ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est un point qui revient assez souvent, c'est quand on est au début, si vous, en plus, il y a eu un moment où vous avez passé un cap et donc ça allait bien, vous saviez que vous étiez sur quelque chose qui fonctionnait, donc un petit peu le côté égo qui va bien, tu vois, et il y a un moment de se dire qu'il va falloir aller recruter quelqu'un qui est meilleur que soi. J'en rencontre beaucoup qui, je pense, n'y arriveront jamais à faire ça. Aller chercher quelqu'un qui est meilleur que soi dans tel ou tel domaine, en fait, quand on est entrepreneur, ça touche l'ego, quoi. Donc là, vous avez réussi à le faire, peut-être un peu trop tard, comme tu dis, à un moment. Mais du coup, voilà, donc des belles étapes. Vous avez passé près de la fin, après de la liquidation de la boîte. Vous avez réussi à faire une première levée avec un angel. Est-ce qu'entre cet angel et puis la revente, est-ce que vous êtes passé par d'autres rounds d'investissement? Oui, on a eu une autre étape il y a un peu plus de 2 ans où on a eu un private equity qui est rentré, qui nous a, ce qu'on appelle recapitalisé, qui nous a là du coup sorti il y avait 2 objectifs. On avait quand même, c'est un business qui demande énormément de cash. Une autre grosse étape, j'ai pas mentionné, on avait réussi à quand même à choper un crédit d'une banque qui était basé sur nos receivables et l'inventaire, mais ça avait été une grosse étape aussi pour nous financer, puisque pour faire 2 de chiffres, il me faut presque 2 d'inventaire, puisque je suis incapable de savoir qu'est-ce que je vais vendre exactement. Et du coup, quand on a eu ce crédit de la banque, on était responsable à titre personnel.
Alors, il n'y avait rien à prendre forcément, puisque nous, on avait tout dans la boîte. On n'a pas pris de salaire pendant 2 ans, presque 3, et j'étais encore un des plus mal payés de la boîte pendant peut-être la 4e année. Mais et j'avais rien d'autre. Ouais. Mais le soir, quand tu vois que tu dois quelques millions de dollars à une banque, tu dors pas forcément très bien. Et du coup, un des objectifs, c'était de pouvoir éliminer ça. D'accord. Et l'idée, c'était d'ouvrir le capital. Dès qu'on a ouvert le capital, la boîte de private equity, eux, ils s'occupent de tout. Ils ont leur arrangement bancaire. Ils ont pas, on a pu éliminer la garantie personnelle. D'accord. Et l'autre chose, c'était de dire, on est à un cycle aujourd'hui où on a une taille où nous, on n'a jamais managé un business de cette taille-là. On a réussi à avoir des gens assez talentueux, etc. Mais enfin, là, ça commence à être un gros navire. Et une mauvaise décision, quand tu es une petite start-up, tu peux la rattraper. Là, les conséquences d'une mauvaise décision, elles sont plutôt, ça commence à coûter très très cher. Et du coup, on a dit, amenons quelqu'un qui a l'expérience et l'expertise pour faire grossir des boîtes et qui a déjà vu ça. Et il y a pas mal aux US, en tout cas, je ne connais pas en France, mais aux US, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les mid-market private equity qui s'occupent de boîtes qui sont entre 10 et 50 millions. Et ils font ça toute la journée. Ils ont des process en place. Ils savent mettre, par exemple, au côté, quand je te disais, côté financier, ça n'a jamais été notre forté. Ils sont arrivés, alors on ne s'est plus occupé de rien. On pouvait se focaliser sur nos trucs. Ils ont été des vrais partenaires. Des vrais partenaires et mettre en place une structure d'une boîte qui peut commencer à grossir. D'accord. Et ça a été difficile de les trouver, ces gens-là, parce que vous êtes arrivé à un moment où c'est vous qui êtes en demande, oui. et du coup, il a fallu, donc du coup, vous êtes allé taper à la porte de plein de monde, j'imagine, et ça a mis du temps comme process pour identifier le bon partenaire. Parce que des private equity, des mid-cap, ce que tu expliques, il y en a plein, il y en a beaucoup. Après, ceux qui sont capables de pouvoir faire évoluer ce genre de société qui est à moitié en Chine, à moitié en France, dans une niche qui est les LED, comment vous avez fait pour identifier ces personnes-là et comment ça s'est passé? Alors, on a trouvé ce qu'on appelle des banquiers d'affaires, qui sont c'est un agent en réalité, qui s'occupe d'aller faire ces démarches-là. Alors, la première étape, c'était de mettre ensemble ce qu'on appelle un deck, mais dans ces cas-là, c'est des decks, c'est très costaud. C'est le premier, je crois qu'il faisait 80-90 pages. Le deuxième, on était à 120 pages sans annexe. C'est que du contenu. Il faut ouvrir une data room où tu mets tous tes documents des dernières années. C'est là aussi où tu te rends compte que d'avoir des gens qui sont un peu spécialisés, qui font bien le boulot, ça aide. Et on n'avait pas ça. Du coup, la première fois quand on l'a fait, on s'est tout fait tout seul. Du coup, c'est des semaines et des semaines à essayer de retrouver les documents, les trucs. Et derrière, on fait une sélection de partenaires potentiels. On a contacté plus d'une centaine de boîtes. Okay. D'abord avec un teaser, ça tient sur une page, il n'y a pas le nom de la boîte, il n'y a rien dessus. Et s'ils sont intéressés, tu signes un NDA et derrière, tu leur envoies le deck complet. Et s'ils sont intéressés, tu as ce qu'on appelle les management meetings. D'accord. On en a eu une dizaine. On a eu des offres, après dans de tout ordre, pas intéressantes à très intéressantes. Et là, tu lances le process où tu signes un accord, mais derrière, il y a une vraie due diligence qui prend, ça avait pris 3 mois, je pense, la première fois, où là, tu as des comptables, des trucs, et puis forcément, nous, on était une petite boîte, on n'avait pas tout fait correctement, et là, tu as des trucs qui sortent à droite, à gauche, et tu dis, bon, ça va coûter tant, ça va coûter tant. D'accord. Et c'est là que tu te rends compte de l'importance d'essayer de faire bien les choses. Si l'objectif, c'est d'avoir une certaine taille, et justement d'aller sur le marché, tous les raccourcis que tu prends, alors là, ils te rattrapent, mais à une allure et un multiple 10, quoi. Ouais, dès que tu ouvres la data room, en fait, dès qu'ils ont accès à la data room, ils voient toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. D'accord. Et ce qui s'est pas passé. Aussi. Et donc finalement, ça a été un process qui a été du coup pénible et lourd, j'imagine. Quand tu fais ça, finalement, tu fais pas autre chose aussi. Donc, vous avez réussi à identifier le bon partenaire. Vous aviez réussi à lever beaucoup à ce moment-là. Ça vous a vraiment permis de passer une autre étape. Ouais, ça nous a permis de passer une autre étape et aussi mentalement de se dire c'est quand même une validation de ce que tu as fait parce que jusqu'à ce moment-là, nous, bien que la boîte elle grossissait, etc., on mettait tout dans la boîte.
C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu quelqu'un qui était venu nous voir, même si on avait eu un angel au tout début. Bon, c'est pas j'ai levé tant de fonds, etc. On n'avait rien de, même si c'était, ça peut paraître des grosses sommes, mais à l'échelle du business, c'était à l'heure où il y a 2 ans, ça représentait plus beaucoup. Là, ça fait une vraie validation du modèle et on se dit bon, ben ça y est, on a fait quand même quelque chose de spécial. Ça permet de changer de cap. Et puis pour venir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un gros danger quand tu vas dans ce sens-là, c'est que tu n'es plus en train de faire du business. Nous, le moment où on s'est dit, bon, ça serait bien de le faire, on a mis après quelques mois pour identifier comment ça marchait, parce qu'on n'avait jamais fait. On a peut-être mis 3 à 6 mois pour se dire, bon, ça y est, c'est comme ça que ça marche, il faut y aller. Et du moment où on a signé, qu'on a trouvé l'agent, le banquier, jusqu'au moment où on a finalisé le tout, ça a dû être 6 ou 9 mois. Et là, clairement, tu as 2 jobs. Moi, je commence assez tôt en général parce que j'ai les US, donc j'essaie d'arriver 7h, 7h30 ici. Mais je faisais ma journée à peu près jusqu'à 5h. J'essayais, et puis à 5h, je fermais la porte du bureau. Je disais, les mecs, vous vous débrouillez jusqu'à demain matin. Et puis de 5h à 10h, 11h, minuit, c'était sur les week-ends, c'était sur le reste. Mais c'est un vrai danger auquel j'avais pas du tout pensé. En termes de quantité de travail, surtout quand tu n'es pas organisé comme on était, que tu fais tout toi-même. La dernière expérience, où, comme tu disais, on a eu une transaction plus récente. Bon, ben là, en termes de charge de travail de mon côté, ça a été réduit énormément. C'est un quart de ce que j'ai fait la première fois. Si on n'avait même pas de CFO, c'est-à-dire que toutes les projections, tous les trucs, et puis là, tu es face à des mecs, c'est leur métier. Donc, toi, tes projections. Quand tu te poses une question et que tu n'as pas la réponse, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est sûr que on peut se demander, c'est la question qui pourrait être facile à poser, qui est de dire, tiens, forcément, si c'était à refaire, tu referais plein de choses différemment. Est-ce que le CFO t'embaucherait peut-être un peu plus tôt? Tiens, les factures, etc., que tu avais un peu mis comme ça et là, tu les rangerais peut-être pas un petit peu mieux. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, pour parler plus au niveau de ton business, pour revenir à ça, donc aujourd'hui vous êtes très 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 focalisé sur les US et le continent nord-américain, parce que le Canada fait partie du truc. Pas du tout l'Europe pour vous, c'est pas dans les visions. Est-ce que d'ailleurs maintenant, enfin, tu es toujours en charge, mais du coup je ne sais pas si vous êtes encore impliqué sur la stratégie à venir ou du coup quels sont les objectifs sur l'Europe par exemple? Alors on est toujours impliqué. On a par contre des partenaires qui là aussi sont du coup de notre niveau, qui eux apportent aussi autre chose. Pour ce qui est du marché européen et même mondial, on a à plusieurs reprises dans la boîte, on a fait quelques tentatives sur ces marchés-là. L'Australie, on a fait 1 ou 2 tentatives. Moyen-Orient, on a fait une tentative. Ça avait marché, mais tellement bien qu'il y a eu d'autres problèmes avec ça. Et puis l'Europe, on a fait aussi 1 ou 2 tentatives sans succès. Le marché américain est très spécial. Tous les produits sont différents. On est sur des voltages différents, c'est du 120 volts. Et du coup, quelques produits qu'on veuille faire, il faut tout refaire de zéro. Et c'est des marchés très fragmentés. Aux US, on a quand même, c'est un marché, le marché US, c'est le marché européen dans sa globalité. Alors que, par contre, en Europe, faut aller dans chaque pays, trouver le bon partenaire dans chaque pays, mettre en place quelque chose et en plus investir côté produit. Et on n'a jamais eu les ressources pour le faire. On n'avait pas le temps, surtout qu'on continue à grossir côté US. Donc focaliser plutôt sur un marché que vous commencez à maîtriser. Et on est revenu à chaque fois, et je disais le Moyen-Orient, on a eu une super opportunité, on a fait énormément de business pendant une année. Mais à la fin de l'année, on s'est retrouvé à se dire, c'est bien, on a fait du chiffre sur le Moyen-Orient, mais notre roadmap produit, elle a pris 6 mois de retard pour les US, qui est 90% de notre chiffre. Et arrêtons. C'est toujours difficile de dire non à un entrepreneur pour lui dire non, j'ai tant de chiffres là qui m'attendent, mais je vais dire non, désolé, je peux pas. C'est très dur, mais les dures décisions sont aussi souvent les meilleures. Alors justement, comment vous avez fait quel est le process pour que vous arriviez à vous dire on fait un état des lieux de la situation et on dit ok, c'est bien, on gagne un peu d'argent, mais voilà la situation, et de pouvoir rester focus, parce que finalement vous êtes resté à faire des ampoules, on va dire
à 90%, même si tu m'expliquais tout à l'heure qu'il y a aussi maintenant une petite partie socle, etc. Mais vous n'avez pas été faire la lampe entière avec le pied, tout le câblage électrique, etc. Vous êtes resté sur les ampoules, donc plutôt focus. Vous êtes resté sur un marché aussi, très focus. Comment vous avez réussi à garder la tête froide justement et de se dire, en tant qu'entrepreneur, de ne pas courir après toutes les opportunités possibles et de rester focalisé? Il y a un process et chacun de vous obligez à rester. Comment vous faites ça? Tu l'as bien identifié. En plus, c'est vrai qu'on est sur un marché, on a un marché géographique, on a un marché qui est le marché pro. On a fait que de la LED, puisqu'il y a, au début où on commençait, il y avait d'autres technologies où ça aurait été facile de les ramener aussi, mais on n'a jamais fait pour une raison de positionnement. Et on est resté aussi sur plutôt on n'est jamais descendu en termes de bas de gamme. D'accord. Et on avait, même si on a eu des opportunités géographiques ou même de faire du retail, de la grande distrie, on n'a jamais fait non plus. Et c'était vraiment se dire, qu'est-ce qu'on fait? On faisait un workshop chaque année où on partait du bureau, et il y a une année où on l'a fait à Chicago, je me souviens très bien, et on avait commencé ces 3 jours, et ça c'est très dur quand on est entrepreneur et qu'on a une boîte qui grossit, on a des millions de trucs à faire, mais c'est tellement important de se poser, pas de téléphone, pas d'email pendant 3 jours, et se focaliser sur la stratégie du business. Et on essaye de faire ça chaque année, on appelle ça notre workshop, et on l'a refait encore l'an dernier, on le fait chaque année. Et on pose tout à plat. Et là, on se rend compte que on se pose les questions, où c'est qu'on veut aller et qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver là. Et clairement, l'année où on a commencé à essayer de s'épandre géographiquement, on a réalisé que c'était pas possible. On n'avait pas du tout les ressources pour le faire, parce que les clients internationaux, c'était moi qui devais m'en occuper. Les produits, c'était aussi moi. Et pendant ce temps-là, côté US, il n'y avait personne pour faire les produits, et donc du coup, ça nous ralentissait. Et ça nous a coûté, mais très très cher, on s'en est rendu compte, mais ça fait partie des grosses erreurs. Et je le vois beaucoup de business, tu vois les mecs qui essayent de faire un peu tout, et puis dès qu'il y a une première difficulté, on change un peu de business plan, pivote, c'est le gros mot, mais c'est bien de pivoter, mais si tu pivotes tout le temps, finalement, ça prend du temps pour être pour valider un mais vous l'avez bien fait là depuis, en tout cas, peut-être qu'au jour le jour, il y a eu plein de moments où vous avez eu peur et vous vous êtes dit il faudrait peut-être pivoter, il faudrait peut-être qu'on rajoute ça et ça, et finalement l'histoire maintenant quand on la reprend à l'envers, on se dit finalement vous avez fait le bon choix, bon timing peut-être aussi, et puis les bons pays. Vous avez bien géré cette partie-là. Alors tu disais par exemple le workshop et la difficulté de sortir de ça. Toi aujourd'hui tu continues à te former en tant que, justement au jour le jour, tu es arrivé à un certain niveau aujourd'hui, tu continues à te former, tu as une solution où tu te retournes quand tu as besoin d'aide, qui ne soit pas forcément ton partenaire, parce qu'il y a des choses que des fois tu ne veux pas partager en interne. Comment tu as trouvé ce genre de support aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Tu vois, on s'est rencontrés à ton workshop. Donc ça veut dire que je prends l'opportunité. Sur le branding, c'était sur le branding, quand tu as des choses à apprendre, je suis preneur. On a aussi, on a une taille maintenant où on a quand même des gars qui sont très très bons, que ce soit ici, mon general manager ou même ma directrice R&D, ou aux US, des CFO, etc., qui sont bien meilleurs que nous, donc on peut apprendre aussi. On a les partenaires financiers qui du coup ont des expertises. Ils ont vu grossir des boîtes et du coup ils savent où sont les pièges, quels sont les big KPI qu'il faut bien regarder et qui te remettent parfois dans le droit chemin. Et du coup, qui parfois questionnent aussi les décisions, parce que c'est vrai que quand on n'est que deux, on fonce, il n'y a pas grand monde. Et du coup, là, de devoir se poser la question et des fois de préparer un peu des documents, même si on se dit je le ferai bien, ça y est, c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Le fait de se poser un peu et de formaliser un peu les process, ça aide. Puis ces partenaires-là, ils ont la capacité, et puis ils ont le droit et le devoir d'ailleurs de poser les questions qui justement font mal en fait. C'est celles carrément. En interne, toi tu les oublies un petit peu. Et puis c'est toujours, si tu veux toujours aller un peu plus vite, etc. Et l'autre chose que j'ai fait plus récemment, j'ai rejoint IO, c'est Entrepreneur Organization, et Cole est à YPO, qui est Young President Organization. Et on était d'ailleurs à un événement la semaine dernière, mais
Et là, du coup, tu n'es qu'avec des... alors, YPO, il y a des entrepreneurs et des executives. Et IO, c'est que des entrepreneurs. Et bon, il y a certains seuils pour entrer, mais l'idée, c'est de dire, c'est du peer-to-peer learning. Donc, il y a des événements de learning qui sont organisés ou des formations, exactement le type de workshop que tu faisais. Alors, il y en a, par exemple, un par mois, etc. Et après, il y a une autre partie qui est un peu moins connue, mais qui est la meilleure partie, c'est ce qu'on appelle le forum. Et on est un groupe de 8 en général. Et là, tu te rencontres une fois par mois et tu partages tout. C'est pro, perso, la communauté, etc. Et du coup, là, c'est un peu ton mini-board. Et eux, c'est des gens, ils ont tous monté leur boîte. Et les boîtes, peu importe la taille, les difficultés, c'est toutes les mêmes. C'est toujours la même chose. Alors, le mec, il peut avoir une boîte qui fait 10 fois ta taille et l'autre, une petite start-up, et il va t'apprendre des trucs, il va dire, j'ai fait ça. Et surtout que nous, on n'était pas, Nicole et moi-même, on n'était pas branchés start-up, comme il y a beaucoup de gens qui savent exactement qu'est-ce qu'il faut pour lever des fonds, etc. Nous, on a tout appris sur le tas. Et du coup, là, j'apprends énormément avec ces gens-là. Donc des regrets, il y a des choses que tu aurais peut-être aimé apprendre, tu aurais dit, tu peux dire ça si je l'avais su il y a 4 ans. Trouver des mentors, ça c'est le numéro 1 à la base, avoir quelqu'un pour, avant d'avoir d'autres investisseurs, au moins avoir quelqu'un avec qui partager les décisions et voir si... Bien sûr, Du coup, aujourd'hui, c'est ce forum-là, du coup, qui joue peut-être ce rôle de mentor, ou tu t'es trouvé des vrais mentors Alors, je cherche je cherche toujours un mentor. J'ai pas trouvé encore, parce que j'ai commencé récemment à chercher. Je suis moi-même mentor d'entrepreneurs. De l'autre côté, puisqu'il faut donner et recevoir. Mais ces gens-là aujourd'hui, dans mon forum, c'est carrément mes mentors. Puis c'est à huis clos, en fait, vous pouvez vous partager des choses qui sont c'est extrêmement confidentiel. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont tous les chiffres de la boîte, ils ont tout ce qui se passe à la maison. Enfin, ils savent tout, et du coup, l'impact est énorme. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises, c'était de rejoindre ce groupe-là. Alors que de l'extérieur, je comprends que ça puisse paraître bizarre. Non, et pas naturel, mais c'est... Non, c'est une très belle organisation, c'est vrai. Moi, il me faut encore un peu de temps avant de pouvoir y rentrer, mais c'est quelque chose qui est envisagé. Pour revenir sur un point peut-être personnel et aller directement sur des choses plus liées à ton histoire perso, comment t'es arrivé en Chine, etc. Déjà... Aujourd'hui, est-ce que tes parents, la famille, ils se disent, mon fils il fait des ampoules, il y a un moment ils se sont dit mais ça va bien, pourquoi il rentre pas en France, comment tes parents ou ta famille, tes amis de l'autre côté, ils ont vu les choses évoluer pour toi? Alors je viens de Lozère, déjà tous les Français connaissent pas Mende en Lozère, qui est aussi surnommé le désert français. Il y a 14 habitants au kilomètre carré. C'est pas désertique, mais en termes de population, on y est. Et je suis aujourd'hui à Shanghai avec une des villes avec la plus grande population au monde. Donc forcément, mes amis, eux, ils comprennent pas. Déjà Paris pour eux, c'est très compliqué. Ils me disent qu'est-ce que tu fais, parce qu'eux ils s'éclatent, ils font de la moto, du vélo, la pêche, la chasse, et moi quand je rentre c'est clair que c'est génial. Et ils disent et toi tu vas dans la pollution, le truc, et c'est vrai que eux ont vraiment du mal. Mes parents de leur côté, eux ils ont toujours été super supportifs, ils ont compris compris l'évolution, ce que tu essayais de faire. Mon père était aussi entrepreneur, il nous a toujours poussé à partir. Mon frère était aux US pendant 5 ou 6 ans. Du coup, ça c'était assez naturel. Parce que tu as eu ces années les premières années, comme tu disais, qui ont quand même été extrêmement difficiles. Tu as une famille ici aussi maintenant. Tout ça, en fait, il y a un moment, les gens, il faut que tu arrives à rassurer tout le monde en disant ça n'a pas l'air comme ça, mais on va quelque part. Tu sais, soyons encore un petit peu patients. Et puis après, tu as eu cette évolution. Est-ce que quand tu as co-créé Green Creative, est-ce que tu savais que l'objectif c'était de vendre? Est-ce que c'est arrivé très tôt, en moment en disant ok, en gros on monte et puis après on sort? Tu savais ce que tu allais faire ou pas du tout? Cette opportunité là de cette nouvelle
transactions, comme tu disais. Du coup, c'est quelque chose qui était un peu planifié. C'était l'objectif ou pas forcément? Non, au départ, on n'avait aucune idée. Enfin, au départ, l'idée c'était de survivre. Enfin, on a tous les deux quitté nos jobs, on a mis tous nos savings là-dedans. Okay. Donc c'était soit on rentre chez papa et maman, soit ça marche. S'il y a une expression en anglais, c'est faut brûler le bateau pour prendre l'île. C'est ça. Burn the boat to take over the island. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. Du coup, il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ok. Et alors justement, aujourd'hui, on est arrivé à une autre partie du chapitre de l'évolution de la société et de ta vie. C'est une question que je pose souvent aux autres que j'ai interviewés, c'est comment tu te vois dans 3 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir après Shanghai? Alors, c'est peut-être pas dans 3 ans après Shanghai, mais tu imagines une suite après Shanghai? Qu'est-ce qui va se passer? Alors aujourd'hui, pas vraiment, parce qu'on a des nouveaux partenaires. On est côté US, on a aussi on a fait un partenariat avec une autre boîte qui a de la production aux US. Ouais. Du coup, il y a tous les nouveaux challenges. La partie que je gère moi ici va servir de plateforme pour le groupe en termes de développement produit et de supply chain pour tout ce qui est fait en Asie. Alors du coup, il y a plein de nouveaux projets, de nouveaux challenges. Donc pour l'instant, l'idée c'est de rester ici et de continuer à accompagner le développement, puisqu'on est encore de nouveau à une nouvelle étape de la société. Et cette nouvelle étape, en fait, tu arrives encore à trouver de l'excitation et à se dire, là, il y a un nouveau chantier à mettre en place, et c'est tout aussi passionnant que peut-être ce que tu as fait jusqu'à présent, mais mieux entouré, mieux encadré. Oui, exactement, et beaucoup moins risqué, je dirais, dans le sens où on est beaucoup mieux financé, etc. Et puis avec des équipes aussi d'un super niveau maintenant, où ça se passe super bien. Et du coup, j'apprends encore tous les jours au travers des équipes. D'accord. Est-ce que tu as essayé, alors tu es très focus au niveau de la société, on voit, on parlait tout à l'heure des LED, du marché, etc. Et toi, est-ce que tu as, au cours de cette carrière, on sait qu'en Chine, les entrepreneurs sont parfois sérieux entrepreneurs, et du coup, est-ce que tu as travaillé sur des petits projets? Est-ce que tu travailles sur d'autres choses, en fait, qui sont justement, au contraire, très loin du monde des LED, en se disant, tiens, on va essayer de faire autre chose un peu plus fun. Est-ce que tu travailles sur d'autres choses comme ça ou... Alors aujourd'hui, non, jusqu'à présent, on a été vraiment focus sur le truc. Et d'ailleurs, je le vois pas mal à IO, etc. Il y a beaucoup de gens, ça fait partie du succès de beaucoup de gens, d'arriver à rester sur un créneau et de l'exploiter au mieux, plutôt que de recommencer pas mal de choses. Et du coup, je pense que heureusement qu'on est resté assez focus là-dessus. Ouais. Et par contre, aujourd'hui, c'est vrai que du coup, j'ai un peu plus l'opportunité de regarder. Je suis investisseur dans d'autres sociétés et je suis assez actif dans la société de mon frère. Balade en Provence, c'est une boîte de cosmétiques, donc produits pour les mains, les pieds, etc. Où là, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est du consumer, c'est du beauty product et c'est du retail. Donc il y a là en France et en Europe, ouais. En Europe, du coup, là on y est. Et c'est vrai que c'est super excitant. Je passe juste quelques heures par semaine, mais c'est vraiment sympa aussi de pouvoir changer et puis du coup de partager des expériences. D'éviter qu'ils tombent dans les mêmes pièges que nous. Alors justement, peut-être la question de la fin serait de dire quel est le conseil en fait que tu aurais aimé recevoir en fait au début quand tu as commencé à lâcher ton boulot pour se mettre sur ce projet avec Cole. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir à ce moment-là? Je pense que ce dont on a le plus souffert, c'est de ne pas avoir vraiment réinvesti dans la structure. C'est-à-dire qu'on mettait tout dans les produits, tout dans l'inventaire. On voulait grossir la top line. Mais du coup, on n'a pas mis en place les bonnes personnes au bon moment. On n'a pas mis en place les bons systèmes. On parlait de l'ERP rapidement, etc. Et ça a coûté très cher et ça nous a fait perdre un temps mais énorme. Et ça aurait été plus facile de le mettre en place beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Et pendant ce temps-là où on était en train de réparer les trucs, c'est du temps que tu passes pas à développer le business. Ouais, donc ça vous a coûté encore plus cher. Et bon, on n'avait pas de financement, donc du coup on pouvait pas forcément, on faisait à mesure. Mais quand on sent que le concept commence à prendre, quand on s'est validé. Peut-être soit lever des fonds plus tôt ou alors si on est déjà cash flow positif, réfléchir à où c'est que va la boîte et qu'est-ce que l'infrastructure, à quoi elle ressemble
pour pouvoir y arriver, parce que en fin de compte, forcément, quand tu passes, quand tu multiplies le chiffre par 10, ou par 5 même, ou 2, et ça n'a plus rien à voir. Il faut savoir, ça va nous prendre 3 personnes de plus pour récupérer les commandes, il va nous falloir un entrepôt de plus, et ça, si tu commences à embaucher qu'une fois que tu te rends compte que les mecs ils bossent 14 heures par jour et qu'ils n'arrivent pas à traiter les commandes, c'est trop tard. Et tu cours, et je dirais une grosse partie des 3-4 premières années, c'était courir après, essayer de rattraper le retard. Je pense qu'on pourrait aborder, il y a plein de questions en fait que j'aimerais encore poser, on se garera ça pour une prochaine fois. En tout cas, comment on fait pour te suivre, voir ce que tu fais, peut-être comment on rentre en contact avec toi si on a envie d'en savoir un petit peu plus à la fois sur Green Creative et puis toi aussi sur ce que tu peux faire, ou si on trouve un mentor, on ne sait jamais. LinkedIn, c'est donc Guillaume Vidal, Green Creative sur Shanghai, donc ça c'est assez facile à trouver. Et après pour la société, greencreative.com. Et on est aussi sur les réseaux sociaux. Parfait, on mettra tout ça dans le commentaire de l'article. Merci beaucoup pour ton temps, Guillaume, bon courage pour la suite. Et puis on se reparle, j'imagine, dans un an, alors, pour voir où t'en es. Super, merci Greg. Allez, à bientôt. Voilà, c'était un super entretien avec Guillaume. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci de le dire. Laissez des messages, envoyez-moi des commentaires, parlez-en autour de vous, partagez tout ça sur LinkedIn, sur Facebook. Et puis abonnez-vous sur iTunes, laissez-moi des commentaires, ou sur SoundCloud, pareil. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien.